Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce sixième épisode de la série pour créer un dungeon crawler en 2D facilement avec Unity. À l'épisode précédent, on a ajouté les animations et les attaques de l'ennemi. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin et on va attaquer donc l'étape suivante, à savoir ajouter les points de vie du joueur. Alors à l'origine, j'avais prévu de traiter dans la même vidéo l'ajout des points de vie du joueur et de l'ennemi, mais je me suis rendu compte qu'au final, ça aurait fait un épisode très long avec beaucoup de choses et je préfère donc découper. Aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur le joueur. Bien que dans le fond, un système de points de vie, ça va fonctionner de la même manière pour le joueur que pour l'ennemi, chacun des deux systèmes va avoir des particularités et il est donc préférable de les traiter séparément. Malgré ça, on va avoir beaucoup de choses à faire dans l'épisode d'aujourd'hui, donc je vous propose qu'on ne perde pas plus de temps. Pour l'épisode d'aujourd'hui, ça faisait longtemps, on va avoir besoin d'un fichier Unity Package, parce qu'on va avoir besoin d'importer quelques éléments, ou plutôt un élément, à notre projet pour la mise en place de cet épisode. Vous retrouvez donc comme d'habitude en description un lien vers les assets à télécharger. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui de l'épisode 6 qui est juste ici, vie du joueur, on peut cliquer dessus. On va aller sur les trois petits points en haut et on va faire Download. Une fois le fichier Unity Package téléchargé, on va pouvoir cliquer dessus. On n'aura plus besoin de notre page internet. Et c'est donc Unity qui va prendre le relais pour l'import de ce Unity Package. Vous connaissez la chanson. Et à l'intérieur, on va retrouver qu'un seul élément qui est ce cœur qui est affiché en tout petit. C'est normal, c'est du pixel art. Et ce cœur, ou plutôt ces cœurs, parce qu'on va en afficher plusieurs, représentera la vie du joueur. À chaque fois que le joueur prendra un coup, il perdra un cœur, un système bien connu et intemporel qu'on a vu à travers les âges et dans de nombreux jeux. On peut donc cliquer sur Import pour importer cet élément. On retrouvera donc dans le dossier Asset ce fameux cœur juste ici. Alors cette fois-ci, j'ai pris un petit peu d'avance, je vous ai normalement préconfiguré cet élément dans l'inspecteur, donc on retrouve notamment le 2D and UI, on retrouve le filter mode qui est en point no filter et la compression qui est désactivée. Vérifiez bien chez vous que tous les paramètres que vous avez ici sont bien les mêmes que chez moi, et si c'est bien le cas pour vous, on va pouvoir attaquer la mise en place visuelle de nos points de vie. On va commencer par aller dans Game Object, puis UI. On va beaucoup travailler avec du User Interface aujourd'hui, donc c'est ce qui est affiché à l'écran du joueur par-dessus la scène de jeu. Donc ce sont tous les éléments que vous avez à l'écran dans un jeu comme les munitions, les barres de vie, les objectifs, etc. On va créer pour commencer une image qu'on va renommer tout de suite en Elf Bar, ça sera notre barre de vie. Et si vous mettez votre souris dans l'onglet scène et que vous appuyez sur F, Unity va faire un focus sur cette image. Alors on peut dézoomer un petit peu et on va voir en fait que cette image elle a été ajoutée dans ce qu'on appelle un canvas qui est représenté par ce rectangle ici. On voit qu'il a été également créé ici dans la hiérarchie. Et cette nouvelle image, Elfbar, on voit qu'elle est placée en bas à gauche de l'écran, ce qui signifie que dans l'onglet Game, on va également la retrouver en bas à gauche de l'écran. Donc ce canvas, il va en fait représenter l'écran du joueur, l'écran de jeu. La barre de vie de notre joueur, je vais la placer en haut à gauche. Je vais donc aller ici sur le Rect Transform et je vais sélectionner celui-là qu'on a ici en haut à gauche. Donc l'Ensure Top Left. Ce qui veut dire que toutes les modifications qu'on va faire par rapport au placement de cet objet, par rapport à ses positions, se fera par rapport au coin en haut à gauche. On va modifier un petit peu la taille. Sur la largeur, dans mes tests, j'avais mis 330, j'avais laissé 100 pour la hauteur. Je vous recommande dans un premier temps de faire pareil que moi et vous pourrez bien évidemment adapter ça si vous le souhaitez. Pour la position, j'avais mis 210 sur le X et sur la verticale, j'avais mis -100. Ce qui va donc normalement vous donner un rectangle blanc en haut à gauche de votre écran. Ce rectangle va en fait agir comme un parent. C'est à l'intérieur qu'on va ajouter les cœurs qui vont représenter la vie du joueur. C'est un objet qui va uniquement nous servir à grouper les différents cœurs au même endroit. Donc en soi, le fond blanc, le composant image qu'on a ici, on peut même le désactiver. Voire même, on peut aller sur les trois petits points et le supprimer. Et toujours sur cet objet, on va maintenant ajouter un nouveau composant qui va s'appeler Horizontal Layout Group. Ce composant, comme son nom l'indique, il va nous permettre de faire un groupe à l'horizontale. C'est-à-dire que tous les objets qu'on va ajouter en tant qu'enfant de Elfbar, de cet objet, vont tous s'aligner à l'horizontale les uns après les autres. Vous allez voir ça dans un instant. Juste avant, on va le configurer si déjà on est dessus. Donc le Child Alignment qu'on a ici, on va se mettre en Middle Left pour dire que les enfants vont s'aligner au centre sur la gauche.
Au niveau du spacing, on va mettre 15 pour ajouter un peu d'espacement entre les différents objets. Et pour finir, on va désactiver le Child Force Expand sur Weave pour éviter la déformation sur la largeur. Alors tout ce que je vous dis là, c'est pas forcément clair, c'est pas forcément parlant parce qu'on n'a pas encore ajouté d'éléments à l'intérieur de ce groupe. Donc allons-y, on va faire ça tout de suite, comme ça vous allez pouvoir admirer le résultat. On va faire un clic droit sur Elfbar et on va faire UI Image. Donc on va créer une nouvelle image à l'intérieur. Ça va nous créer un carré blanc qui, comme vous le voyez, s'est aligné au centre sur la gauche du groupe. Cet élément, on peut le renommer HP. Rien à voir avec la marque, ça veut simplement dire Elf Point, donc point de vie. Et on va aller ici dans Source Image, sélectionner notre cœur. Alors vous devriez le trouver dans la liste, vous pouvez ici changer l'affichage et la taille des éléments. Je vais sélectionner le cœur et je peux fermer cette fenêtre. Comme vous pouvez le voir, on a maintenant un cœur affiché en haut à gauche et si je passe dans l'onglet Game, on le retrouve également. Et la raison pour laquelle on a ajouté un Horizontal Layout Group, c'est que si je prends maintenant cet objet HP et que je fais CTRL D pour dupliquer, eh bien tous les éléments que je vais dupliquer et que je vais ajouter, ils vont s'aligner. Voilà ce que nous permet de faire l'Horizontal Layout Group. Donc l'avantage, c'est que vous allez pouvoir définir combien de points de vie va avoir votre joueur. Qu'il en ait qu'un seul, 3, 5, 10, eh bien l'affichage sera adapté à ça. Je vais revenir en arrière pour ne laisser qu'un seul cœur, donc je vais faire CTRL Z, le but c'était juste de vous montrer un petit peu comment ça va fonctionner. Et ce cœur qu'on a maintenant ici, on va en créer une préfab. On va donc créer un objet qu'on va pouvoir réutiliser et instancier dans la scène. Si vous connaissez Unity, vous savez de quoi je parle, sinon vous allez vite comprendre. On va dans notre dossier Asset, ici, créer un nouveau dossier. Donc on va faire clic droit, Create, Folder, et on va l'appeler Préfab au pluriel. On aura d'autres objets qui vont s'y ajouter plus tard. On va faire un glisser-déposer de HP vers ce dossier Préfab, et directement à l'intérieur maintenant du dossier Préfab, qui est chez moi, c'est ouvert tout seul, on retrouve cet objet HP. Donc c'est parfait, ça veut dire que maintenant on va pouvoir facilement instancier, faire apparaître ce cœur autant de fois qu'on le veut. Et c'est notamment le script qui va faire ça automatiquement selon le nombre de points de vie que le joueur a actuellement. Et ça va justement être l'étape suivante. On va se rendre sur notre joueur et on va lui créer un nouveau script. Donc je vais fermer tout ça et je vais ajouter un script que je vais appeler Player Elf pour la vie du joueur. On peut directement ouvrir ce script dans notre IDE et on va enlever les deux void start et update qu'on a par défaut, on n'en aura pas besoin. Forcément, pour un script qui va gérer la vie du joueur, eh bien on va avoir besoin d'une chose, c'est la vie du joueur, forcément. On va donc créer une variable publique qui sera une int. On aura la possibilité d'avoir un point de vie, donc un cœur, 2 points de vie, 2 cœurs, etc. Mais on ne pourra pas avoir, par exemple, 2,5 points de vie avec 2 cœurs et demi affichés. On va uniquement fonctionner avec des entiers. Cette variable, on va l'appeler maxElf, donc ça va être la vie maximale théorique de notre joueur. Par défaut, on va la mettre à 3, donc on aura 3 cœurs, mais vous pourrez bien évidemment mettre plus ou moins de cœurs par la suite si vous le souhaitez. Et on va ensuite ajouter une autre variable qui, un petit peu à l'image de ce qu'on avait pour le cooldown, va représenter la vie actuelle à l'instant T de notre joueur. Donc on va l'appeler currentElf. Cette variable ici, elle va être calculée dynamiquement. Nous, on n'est pas censé la modifier à la main, on n'est pas censé jouer avec. Nous, on va simplement définir quelle est la vie maximale théorique du joueur. Et ensuite, la vie actuelle, eh bien, elle va dépendre de tous les facteurs du jeu. Est-ce que le joueur va aller se soigner, auquel cas currentElf va remonter de lui-même, ou est-ce que le joueur va prendre un coup, auquel cas la variable va diminuer d'elle-même, etc. Donc on la met en privé parce qu'on n'est pas censé y accéder directement, ce sont d'autres scripts qui vont gérer ça. Et en l'occurrence, c'est ce script même, PlayerElf, vu qu'on va créer une méthode qu'on va pouvoir appeler un petit peu plus tard dans un petit instant, qu'on va appeler TakeDamage, et à laquelle on va pouvoir passer un certain nombre de points de dégâts. Et lorsque cette méthode va être appelée, eh bien on va simplement diminuer la vie actuelle du joueur par le nombre de dégâts qui a été passé en paramètres. Et donc le but maintenant pour nous, tout simplement, ça va être que lorsque l'ennemi lance une attaque et que le joueur est effectivement touché, alors on va appeler TakeDamage et on va donc diminuer la vie actuelle du joueur. Alors juste avant de faire ça, on va ajouter ici un petit attribut avant currentElf. On va ajouter décrocher et on va indiquer serialize field. Ce qui nous permettra d'afficher
cette variable dans l'éditeur Unity sans pour autant qu'on soit censé la modifier. Pour vous montrer un peu plus en détail, je reviens sur Unity. Une fois la compilation du script terminée, sur la droite au niveau de Player Elf, vous voyez qu'on a accès maintenant à Max Elf et à Current Elf, malgré le fait que Current Elf soit en privé. Donc ça, c'est grâce au Serialize Field, ça permet simplement d'afficher la variable, et c'est plus simple pour nous de débugger notre jeu. Mais à terme, on devrait pouvoir le retirer. On va essayer d'y penser tout à l'heure. On va juste faire une dernière autre petite chose, c'est qu'on va créer une void awake. La void awake, elle fonctionne comme la void start. Elle est appelée automatiquement lors du lancement du jeu, mais elle est appelée avant start. Ça va vraiment être la toute première méthode qui va être appelée, et elle va nous permettre notamment d'initialiser certaines valeurs ou certaines variables. Par exemple, chez nous, lorsqu'on va appuyer sur play, lorsqu'on va lancer le jeu, eh bien, on veut faire en sorte que la vie actuelle du joueur soit égale à sa vie maximale. On n'a pas envie que le joueur commence avec ses points de vie qui ne soient pas au maximum. Alors ça pourrait être un choix artistique, mais on va rester dans la simplicité chez nous, et on va dire que lorsque le jeu démarre, la vie actuelle du joueur sera égale à sa vie maximale. Et on a terminé une première version de Player Elf. On a nos points de vie, et on a de quoi prendre des dégâts et diminuer ses points de vie. Donc maintenant, on va passer à l'étape suivante, c'est celle que je vous ai dit tout à l'heure. On a juste à appeler Take Damage depuis le script de l'ennemi lorsque ce dernier touche le joueur. On va donc revenir sur Unity. On va aller sur notre ennemi, on peut le sélectionner dans la hiérarchie, et on va ouvrir le script ennemi AI. Actuellement, dans ce script, on a fait en sorte, dans la méthode endOfAttack, de détruire la target, donc le joueur, si l'ennemi a lancé une attaque et que le joueur est à proximité de l'attaque. Je vous l'avais dit, c'était un choix purement technique pour que vous puissiez tranquillement tester. Ici, plutôt que de détruire carrément l'objet du joueur, on va accéder à son nouveau script appelé Player Elf. Et sur ce script, on va appeler la méthode TakeDamage, qui est en public et donc qui est accessible. Entre parenthèses ici, on doit passer le nombre de dégâts que va infliger l'ennemi. Donc on pourrait mettre par exemple 1, ici, directement en dur, mais pour vous permettre de personnaliser au mieux votre jeu, on peut remonter un petit peu. Et au niveau des variables qu'on a ici pour le cooldown, on va ajouter une variable publique, int, qu'on va simplement appeler damage, qui va représenter les dégâts que va effectuer l'ennemi. On peut lui mettre une valeur par défaut à 1, comme ça on n'oubliera pas de la remplir. Et du coup, on peut redescendre un petit peu, et au moment où on appelle take damage ici, on peut directement passer la variable damage. Et rien qu'avec ça, en théorie, on peut revenir sur Unity et on va pouvoir tester. Je vais aller sur mon joueur pour surveiller ses points de vie. Donc vous voyez qu'ici Current Elf est à 0, mais lorsque je vais appuyer sur Play, Current Elf va automatiquement remonter à 3, soit le nombre de points de vie maximal. L'ennemi ici me poursuit, et si je m'arrête et que l'ennemi lance une attaque et que je prends un coup, vous pouvez voir ici que Current Elf est en train de diminuer. À chaque fois que je prends un coup, je perds un point de vie. Et on va même pouvoir passer, pour l'instant, dans le négatif. Maintenant, vous l'avez vu en début d'épisode, on a ajouté ce cœur et même la possibilité d'en avoir plusieurs. On veut maintenant afficher le nombre de cœurs équivalent à Current Elf. Donc si on a 3 points de vie, on veut afficher 3 cœurs. Si on n'a qu'un point de vie, on veut en afficher qu'un seul, etc. Ça va pas être quelque chose de particulièrement compliqué. On va pouvoir revenir dans notre script Player Elf et on va y apporter quelques modifications. Déjà, parmi les variables, alors Current Elf, on peut enlever le Serialize Field, on n'a plus vraiment besoin, on a vu que ça fonctionnait. On va ajouter une nouvelle variable qui va être une transform, donc ça va représenter un objet directement dans notre scène, qu'on va appeler elfbar UI. Et vous l'avez peut-être deviné, ça va correspondre à la barre de vie, ou plutôt au groupe qui va contenir tous les cœurs à l'intérieur. On va avoir besoin d'accéder à cet objet et plus particulièrement à ce qu'il y a à l'intérieur. On va ensuite ajouter une deuxième variable qui va cette fois-ci être un GameObject et qui va être notre HP prefab. Donc la préfab qu'on a créée tout à l'heure et qui représente en fait un cœur. Et maintenant, on va aller créer une méthode qui va nous permettre de mettre à jour en temps réel le nombre de cœurs affichés à l'intérieur du groupe elfbar UI. Donc on peut l'appeler update elfbar UI. Et ici, plutôt que de dire si on a un point de vie, on va instancier un cœur. Si on en a deux et qu'on en a déjà un, alors on va en instancier un deuxième et essayer de garder une référence à chacun des cœurs qui existent. Alors théoriquement, on pourrait le faire, mais au final, ça va surtout être une usine à gaz et ça va être particulièrement compliqué.
On va plutôt faire la mise à jour du UI en 2 étapes. À chaque fois qu'on voudra mettre à jour la barre de vie, donc ce qu'on veut faire dans cette méthode, on va commencer par supprimer tous les cœurs qui existent et ensuite on va en réinstancier autant qu'on a de points de vie. Donc si on a 3 points de vie et 3 cœurs et qu'on prend un coup, on va passer à 2 points de vie. On va donc supprimer les 3 cœurs et on va en refaire apparaître de nouveau. Donc allons-y, première étape, on va créer une boucle for each, donc un for each statement. Alors votre IDE devrait pouvoir vous créer un template, sinon vous pouvez l'écrire à la main, ça pose pas forcément de problème. Nous, on va boucler sur des éléments de type transform, qu'on va appeler child, à l'intérieur de elfbar UI. En fait, on va boucler sur tous les cœurs qui existent dans le groupe parent. Et on va simplement faire sur chacun de ces éléments un child.gameObject à l'intérieur d'un destroy. On va donc supprimer l'objet comme je vous l'ai dit. Ça, c'était la première étape. Et maintenant, on va créer une autre boucle for. On va commencer par boucler à l'index 0 et on va dire que tant que l'index est inférieur au nombre de points de vie qu'on a dans currentElf, eh bien, on va instancier un objet, on va faire apparaître un objet qui sera le HP prefab et on va le faire apparaître en tant qu'enfant de elfbar UI. Et notre méthode pour mettre à jour la barre de vie est prête. Première étape, on supprime tous les cœurs qu'on a. Deuxième étape, on en fait apparaître autant de fois que nécessaire. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est d'appeler cette méthode update elfbar UI à chaque fois que le nombre de points de vie du joueur va changer. Donc notamment après take damage, on peut appeler ici update elfbar UI, et on va également pouvoir, juste par acquis de conscience, le faire dans la void awake. Comme ça, on est sûr que dès le début du jeu, la barre de vie se met à jour visuellement, et on est donc cohérent avec le nombre de points de vie qu'a le joueur. On va pouvoir tester ça immédiatement d'ailleurs. Donc on va revenir sur Unity, on va aller renseigner ces deux variables elfbar UI et HP prefab. Donc le elfbar UI, c'est le elfbar que vous avez ici, qu'on peut glisser là. Et le HP prefab, c'est celui qu'on a créé ici dans le dossier prefab. Le cœur qui est actuellement dans la scène, on n'a même pas besoin de l'enlever. Automatiquement, le script va prendre le relais dès le lancement du jeu. Ce qui veut dire que là, sur MaxElf, vous voyez que j'ai 3. Donc, en appuyant sur Play, automatiquement, je devrais avoir 3 cœurs. Et lorsque mon personnage va prendre un coup, on va passer à 2, puis à 1, puis à 0. Et encore une fois, actuellement, la vie actuelle du joueur peut passer dans le négatif. Alors là, on ne le voit plus visuellement et on n'affiche plus currentElf, donc on ne le voit pas. Mais en tout cas, là, notre personnage, eh bien, il est censé être éliminé. J'ai bien dit censé, mais visuellement, c'est pas forcément l'impression qu'on a. Je vous propose donc d'ajouter maintenant l'animation de mort de notre personnage. Alors les animations, on en a quand même créé un paquet depuis qu'on a commencé. Donc vous commencez à connaître le fonctionnement. Je vais donc faire ça assez rapidement. Je vais aller dans Window, Animation, Animation. Je vais ajouter cette fenêtre-là en bas. Je vais sélectionner Player dans la hiérarchie, donc mon joueur. Je vais mettre la souris dans l'onglet Scène et faire F pour qu'on ait un focus sur l'élément. Il faut quand même qu'on puisse voir ce qu'on va faire. Et on va créer ici une nouvelle animation. Donc je clique sur Idle, Create New Clip. Cette animation, je vais l'appeler Die ou Def, peu importe, comme vous voulez. Et je vais aller le sauvegarder dans mon dossier Asset, puis Animation, Player. Save. La timeline va donc se mettre à jour. On passe sur l'enregistrement de l'animation Die. On va aller sur la tilesheet du joueur. Pour rappel, on a déjà importé l'animation de mort. On l'a fait dès lors qu'on avait importé toute la tilesheet de notre joueur. Et ce qui va nous intéresser, c'est notamment les éléments 17, donc celui-là où on voit déjà la petite auréole apparaître au-dessus du personnage, jusqu'à la dernière, donc 17 à 27. Donc vous cliquez sur le premier, vous maintenez Shift, vous cliquez sur le dernier pour sélectionner tout le groupe, et on va glisser-déposer ça directement dans Animation. Pendant mes tests, j'avais défini la durée de cette animation à 2 secondes, donc je vais tirer cette petite barre avec tout le groupe jusqu'à 2, et en appuyant sur Play, on peut voir que le personnage va jouer son animation de mort, avec son petit esprit qui va vagabonder à partir de maintenant. Voilà pour l'animation qui est faite. D'ailleurs, cette animation, on va aller la retrouver dans le dossier Animation, Player, Die, et on va désactiver comme d'habitude le Loop Time. On ne veut pas que cette animation se joue en boucle, elle est censée
se jouer qu'une seule fois. On va aller l'intégrer maintenant dans l'Animation Controller de Player. Alors n'hésitez pas à faire pause si je vais un petit peu trop vite, mais c'est quelque chose qu'on a fait quand même pas mal de fois depuis le début de la série, donc je considère que vous maîtrisez. On va aller double-cliquer ici sur le contrôleur, l'animator de notre joueur. Alors j'ai un petit bug chez moi lorsque la fenêtre animator reste ouverte, je n'arrive pas à retrouver les petits blocs, donc je vais juste fermer la fenêtre et réouvrir ici directement le contrôleur. On retrouve ici notre animation Die qui va partager des similarités avec l'animation attaque, parce que théoriquement cette animation Die, elle peut être jouée à n'importe quel moment. À partir du moment où le joueur n'a plus de points de vie, cette animation doit se jouer. Qu'on soit en mode idle, en mode walk, en attaque ou quoi que ce soit d'autre, on est censé arrêter tout ce qu'on fait, jouer cette animation, et le joueur est censé être bloqué, entre guillemets. La fenêtre animation, on peut la fermer. On va donc aller dans les paramètres, et comme je vous le disais, un petit peu comme on l'a fait pour attaque, on va créer ici un nouveau paramètre de type trigger, qu'on va appeler die, et on va créer une transition depuis AnyState vers die. On va la sélectionner. On décoche le As Exit Time, normalement c'est fait par défaut, et on va simplement ajouter ici comme condition Die. L'animator contrôleur est configuré, on n'a rien de plus à faire. Une fois que l'animation Die est jouée, on n'est plus censé revenir à idle, walk, etc. Donc la transition qui est ici, c'est un petit peu une impasse. Une fois qu'on arrive à Die, c'est comme en vrai, malheureusement. Il n'y a pas de retour en arrière. On va maintenant pouvoir revenir dans notre script de Player Elf. On va ajouter une référence à notre animator, comme on l'a fait déjà plusieurs fois dans d'autres scripts. Et dans Take Damage, après avoir pris des dégâts et après avoir mis à jour la barre de vie, on peut simplement vérifier si Current Health est inférieur ou égal à 0, donc le personnage n'a plus de points de vie, il est mort. On va simplement pouvoir jouer ce trigger dans notre animator, donc qu'on a appelé Die. Alors, tel quel ça fonctionnerait, on pourrait déjà tester et voir que l'animation va se jouer, mais vous remarquerez peut-être un problème de logique, c'est qu'on l'a vu, même quand notre personnage n'a plus de points de vie, eh bien l'ennemi va continuer d'attaquer, donc il va continuer d'appeler Take Damage, donc on va continuer à chaque fois de relire l'animation de mort en boucle. Donc, d'une part pour corriger ce bug, mais d'une autre part parce que ça nous sera très utile par la suite, on va ajouter l'état du joueur. Donc en fait, l'état du joueur, c'est est-ce qu'il est en vie actuellement. On va juste ajouter donc une variable dans notre script, on peut la mettre là-haut, avec celle des points de vie. Ça va être une booléenne qu'on va simplement appeler is alive. Et par défaut, on peut mettre à true parce que notre personnage est en vie par défaut. Et maintenant qu'on a cette variable, on va pouvoir revenir dans Take Damage et en fait on va pouvoir englober tout ce qu'on a écrit, toutes ces lignes de Take Damage. On va dire que on ne va les lire que si le personnage est en vie. Parce qu'effectivement, si le personnage il est plus en vie et qu'il prend des dégâts, ça sert à rien de lire tout ça. Donc je vais simplement déplacer ce code juste ici. Et bien évidemment, il ne faut pas oublier de dire ici que si le personnage n'a plus de points de vie, alors isAlive va passer à false. Je vous propose maintenant qu'on aille tester tout ça. On va revenir sur Unity. On va revenir dans l'onglet Game. Sur Player, il ne faut pas oublier de renseigner la variable Animator qu'on a ici. Donc on peut glisser-déposer. On voit que isAlive est bien coché, donc le personnage est censé être en vie. On va appuyer sur Play. Et on va tester pour vérifier que l'animation de mort va bien se jouer. Je perds un point de vie, 2 points de vie, 3 points de vie. L'animation de mort de mon personnage se joue. Alors on voit que l'ennemi continue d'attaquer, mais c'est pas grave, l'animation de notre joueur elle ne se joue plus. Par contre, vous remarquerez, si vous avez un œil particulièrement aiguisé, que on voit ici notre joueur qui est encore là. Alors comment ça se fait? Eh bien simplement parce que je vous l'ai dit, lorsque le joueur va jouer son animation de mort, eh bien l'animation de mort c'est la dernière à se jouer. Ça veut dire qu'une fois qu'elle est terminée, eh bien on va rester bloqué sur la dernière frame. Donc la dernière frame c'est la dernière image de l'animation de mort et on voit que le personnage il est encore un peu en train de s'envoler. Donc ça c'est un bug visuel, il faudrait qu'on fasse en sorte que on ne voit plus du tout le joueur une fois qu'il est éliminé. Mais vous remarquerez aussi qu'on a un autre bug qui est un petit peu plus problématique, c'est qu'on peut toujours se déplacer. Comme vous pouvez le voir, le personnage, on le voit encore un petit peu se déplacer. Et c'est normal, c'est parce que les contrôles, on les a pas bloqués, on n'a pas dit qu'on pouvait plus se déplacer une fois qu'on était mort. Et pire encore, on peut appuyer sur la barre espace pour lancer une attaque, ce qui va d'ailleurs éliminer l'ennemi au passage, mais ça va de nouveau réinitialiser le système d'animateur de notre joueur.
et on va pouvoir de nouveau se déplacer, attaquer, etc. comme si de rien n'était. Alors que le personnage, je vous rappelle, il est éliminé. On va donc aller corriger ces petits bugs un petit peu embêtants. Toujours sur Player, on va cette fois-ci ouvrir le script Player Movement. Et à l'intérieur, eh bien, on veut une référence à Player Health pour simplement vérifier si le joueur est en vie, auquel cas on peut se déplacer. Donc on va ajouter ici, en haut du script, une référence à Player Health, qu'on peut appeler Player Health. Et au niveau de la Void Update, on va pas s'embêter à calculer les mouvements si on appuie sur les touches si le joueur est éliminé. Donc on va carrément englober toute la Void Update en disant que si playerhealth.isAlive est sur true, donc le joueur est en vie, alors on va pouvoir lire tout ce code juste ici. Donc je vais prendre tout ça, couper et coller pour le mettre à l'intérieur de cette condition isAlive. On va utiliser exactement le même principe pour Player Attack, le script qu'on a ici sur le joueur qui permet de lancer des attaques, donc on peut l'ouvrir. On va ajouter exactement de la même manière une référence à Player Health, et dans la Void Update, on va dire que si on appuie sur la barre espace et que notre joueur est en vie, alors on va pouvoir effectuer une attaque. Ça nous permettra donc de corriger les déplacements possibles après la mort du joueur et le lancement des attaques. Il va juste nous rester à désactiver le visuel du joueur lors de sa mort. Donc c'était cette fameuse frame qui est restée à l'écran qu'on a vu il y a quelques instants. Et pour corriger ça, on va se servir d'un Animation Event. Je vous en ai déjà parlé, on en a déjà utilisé un d'ailleurs. On va aller dans Player Health et on va juste créer une petite méthode en public qui va être très courte, qu'on va appeler Disable Player Visual. Donc désactiver le visuel du joueur. Et à l'intérieur, on va désactiver le Sprite Renderer du joueur. Alors, pour faire ça, il nous faudra une référence au Sprite Renderer. Alors, les systèmes de référence, je commence à passer rapidement dessus, vous avez compris, hein, on peut référencer un autre script ou un composant pour y accéder, effectuer des modifications, récupérer des datas, etc. Donc là, en l'occurrence, le Sprite Renderer, je vois que j'ai oublié le void ici, on peut simplement dire Sprite Renderer .enabled égale false. Et du coup, il faut juste qu'on appelle maintenant cette méthode disable player visual à la fin de l'animation de mort. On peut donc revenir sur Unity. Une fois de plus, je suis désolé, je vous ai dit de fermer la fenêtre animation alors qu'on en aura encore besoin une dernière fois dans cet épisode. Sélectionnez bien player, allez sur l'animation die et on va aller tout à la fin ici. On va prendre la dernière clé qu'on a là et on va la dupliquer un tout petit peu plus loin, à 130 par exemple, pour faire en sorte que cette dernière frame se joue un petit peu quand même avant la disparition du visuel. Et du coup, au même endroit où vous avez dupliqué cette clé, on va cliquer sur le bouton ici pour ajouter un event. On va sélectionner Player Health, Methods et Disable Player Visual. Cette fois-ci, promis, si vous avez tout bien fait, vous pouvez fermer animation. Sur notre player, au niveau de Player Health, Player Attack et Player Movement, on va avoir quelques références à remplir. Donc Player Movement, on va commencer par ça, on va glisser Player Health. Player Attack, c'est pareil, on glisse Player Health, donc c'est les deux scripts qui ont besoin de savoir si on est en vie. Et pour finir, Player Health, il faut qu'on renseigne le Sprite Renderer qui est là-haut et qui nous permettra de désactiver le visuel après la mort du joueur. Un dernier petit test avant le dernier ajout qu'on fera dans cet épisode dans quelques petits instants. Alors je suis toujours en mode zoom, donc je vais dézoomer. Et on devrait voir maintenant, lorsque le joueur est éliminé, son animation de mort jouer, puis son visuel complètement disparaître. Donc là, on n'a plus du tout le joueur affiché à l'écran. Si on essaye de se déplacer avec les touches du clavier, il ne se passe rien, l'ennemi n'essaye pas de nous suivre, donc c'est bien qu'on est à proximité. Et si on appuie sur la barre espace, il ne se passe rien non plus parce que le joueur est éliminé, il ne peut plus lancer d'attaque. On va ajouter une dernière petite chose pendant cet épisode, ça fait un moment que je voulais l'ajouter, mais je ne savais pas dans quel épisode glisser ça. Ça va être l'ajout du système de suivi de caméra. Parce que vous l'avez vu, depuis le début du jeu, notre caméra elle est fixe, et notre joueur, quand on le déplace, eh bien, la caméra ne va pas suivre. Et je vous avais même dit tout au début de la série que vous pouvez créer, si vous le souhaitez, des donjons vraiment très très grands, avec plein de salles, avec des couloirs, etc. Mais jusqu'à maintenant, vous n'avez pas spécialement pu en profiter parce que la caméra ne suivait pas le joueur. On va donc ajouter sur notre main caméra qu'on a ici,
un script qu'on va appeler camera follow et qu'on va configurer de telle sorte à ce qu'elle puisse suivre le joueur. Alors les connaisseurs de Unity savent qu'on aurait pu simplement glisser la caméra en tant qu'enfant du joueur, et ça aurait fonctionné, hein, la caméra aurait suivi le joueur. Mais avec ce script de caméra, on va pouvoir ajouter un espèce de fondu qui va rendre le résultat visuel beaucoup plus agréable et moins arrêté. Ça va ajouter un petit peu de vie, un petit peu plus de lissage au système de caméra. Promis, ça va être assez rapide, on va garder la void update et on va juste ajouter quelques variables. Premièrement, une variable qui va représenter notre joueur dans la scène, vu que ça va être l'élément à suivre, la caméra elle va toujours suivre le joueur. On va ajouter ensuite une variable float qu'on va appeler time offset, et par défaut on va dire que ça va être égal à 0,2f. Ce time offset va nous permettre d'ajouter un délai entre le moment où le joueur va se déplacer et le moment où la caméra va le suivre. C'est ce que je vous disais, on va créer un suivi de caméra qui va être lisse. Il va y avoir un petit délai, ce qui va rendre le tout beaucoup plus naturel et beaucoup plus agréable à regarder. On va tester ça dans un instant. On va également ajouter une troisième variable qui sera un vector 3 et qui va s'appeler position offset. Et on va le configurer dans un petit instant, ça nous permettra d'ajouter un décalage sur la caméra. Et ensuite, dans la void update, on va simplement dire que la position de cet objet, transform.position, donc position de la caméra, vu que c'est le script qui est attaché à la caméra, on va effectuer une méthode qui est sur vector 3 et qui s'appelle le smoothDamp, qui permet en fait de créer un déplacement lissé. Ce déplacement, il va se faire entre la position actuelle, transform.position, et la position de notre joueur, player.transform.position. Cela dit, pour simplifier le script, plutôt que d'utiliser un GameObject pour player, on peut même utiliser une transform, et ici simplement dire player.position, ça sera encore mieux. À cette position, on va ajouter le position offset, donc la variable qu'on a créée juste au-dessus. Alors, à ma connaissance, c'est une petite particularité de smoothDamp, il faut qu'on ajoute ici la vélocité actuelle. Et pour ça, on va utiliser une variable velocity qui n'existe pas encore et qu'on va créer dans un instant. Puis le tout dernier paramètre, le smooth time, qui sera donc forcément le time offset qu'on a ajouté un petit peu plus haut. Vous voyez que là, le script indique une erreur sur ref velocity, c'est normal. La variable n'existe pas, donc on va juste la créer ici. Alors c'est une variable qu'on va créer vraiment pour faire plaisir à Unity parce qu'il en a besoin pour faire fonctionner smooth offset, mais nous, la vélocité, pour le coup, on n'en a pas spécialement besoin. Voilà pour ce script camera follow. Comme je vous l'avais promis, c'était rapide. On va revenir sur Unity. Parmi les variables qui vont apparaître ici, player, on va glisser évidemment notre joueur, player. Au niveau du time offset, vous pouvez laisser 0,2 et au position offset, il faut mettre -10 sur l'axe Z parce que sinon la caméra va être placée pile sur le joueur et du coup on ne verra rien. Alors je vais juste prendre l'ennemi et je vais le désactiver pendant quelques minutes, juste pour être tranquille et pour qu'il arrête de me poursuivre. Et je vais appuyer sur play. Et du coup vous avez vu dès le début que le joueur il n'était pas aligné à la caméra et du coup la caméra est venue se placer sur le joueur. Et maintenant si je me déplace, vous allez voir que la caméra va suivre. Et elle va suivre de manière lissée. On va avoir, lorsque je vais m'arrêter, encore un petit moment où la caméra va suivre. Et pareil, quand je commence à me déplacer, la caméra va avoir un petit délai avant de commencer à me suivre. Et ça, c'est dû, du coup, au fameux time offset qu'on a mis ici, qui est actuellement à 0,2 secondes. Si je mets quelque chose de plus représentatif, 2 secondes, vous allez voir qu'il va se passer 2 secondes entre le moment où le joueur va se déplacer et le moment où la caméra va commencer à suivre. Et elle va mettre, du coup, 2 secondes à se réaligner avec lui, à peu près. Donc pour time offset, moi je vous conseille vraiment de mettre une valeur basse, 0,2, c'est celle que moi je vais utiliser. C'est celle que je trouve le plus intéressant. Et du coup, position offset. Donc sur la position Z, on ne va pas toucher. Par contre, si vous voulez que la caméra soit un peu décalée par rapport au joueur, vous pouvez par exemple augmenter X, ce qui fera que la caméra va être un petit peu décalée sur la droite du joueur. Alors je vais remettre le time offset à 2. Et là, vous allez voir que si je déplace mon joueur, eh bien la caméra, elle va toujours suivre le joueur, mais de manière décalée. Donc le joueur n'est plus au centre. Si je remets 0, par contre, le joueur est de nouveau au centre. Voilà pour ce petit script de suivi de caméra. Moi, je vous conseille vraiment de laisser les mêmes valeurs que moi. 0,2 pour le time. Et pour le position offset, 0,0 et -10. Je vous remercie d'avoir suivi ce long épisode jusqu'à la fin, mais ne partez pas tout de suite parce que j'ai besoin de vos retours par rapport au système de prise de dégâts de notre joueur.
Alors en réalité, vous voyez que la vidéo est quand même assez longue et elle devait l'être encore plus parce qu'initialement, je souhaitais ajouter un petit système d'invincibilité après que le joueur ait pris des dégâts. C'est un système qui est très commun dans les jeux vidéo et très commun d'ailleurs dans les dungeon crawlers. Lorsque le personnage va prendre des dégâts, il va clignoter, indiquant que le personnage, pendant ce court laps de temps, est invincible. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de mettre en place ce système d'invincibilité après avoir pris un coup? Je pense que ça aurait vraiment une plus-value, mais peut-être que ça n'intéressera pas tout le monde, donc dites-moi ce que vous en pensez. J'attends donc vos retours en nombre dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 7, dans lequel on attaquera la mise en place des points de vie de l'ennemi. N'oubliez pas que si vous avez l'envie et la possibilité de me soutenir financièrement, vous pouvez le faire sur Tipeee. Le fait de donner rien qu'1 € vous permet d'avoir accès aux vidéos de la chaîne en avance et notamment aux épisodes de cette série Dungeon Crawler. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur la page Tipeee, le lien est en description et c'est grâce aux dons que cette chaîne existe depuis plus de 10 ans. A très bientôt pour l'épisode suivant, merci de m'avoir suivi encore une fois, ciao.